Parce que moi, à la base, c'était juste faire du son pour les boîtes et les chichas et sans plus. Tu vois, un MH, c'est la personne, l'une des personnes, parce qu'il y en a beaucoup, la moins ingrate que j'ai vue dans toute ma vie. Parce que tu vois ce qu'il a fait pour moi, parce que MH et moi, on a une histoire particulière. Moi, je pars du principe où, depuis le début, j'ai parlé parce que j'étais sûr, je me suis fait confiance. J'ai fait confiance à la personne en question qui est Benjamin. Et au final, on a eu gain de cause. Mais c'est là que ma vie bouscule parce que entre les pourparlers et la signature, je connais un drame. Et ce drame-là, c'est ce qui a changé ma vie. C'est pour ça que tu vois, un Joey, je peux mourir pour lui aujourd'hui. Parce que quand j'étais plus bactère, hormis le côté musique ou autre, tu vois, la manière comment il a été là, comment il a fait en sorte que je sorte de la tête de l'eau, des choses que j'oublie pas. Et au final, j'ai appelé tout le monde, j'ai demandé pardon, tout le monde. Quand je te dis, il n'y a pas une personne de mon entourage que j'ai pas appelé pour dire pardon. La famille, comment ça va? C'est Marwan pour Rap Punchline. On se retrouve aujourd'hui pour le format phare de la chaîne, l'entretien. Et aujourd'hui, je suis avec un invité de grande marque. T'es obligé de le connaître, même si tu le connais pas, en vrai, tu le connais. C'est parti, c'est le D. Le D, comment ça va? La forme? Ça va et toi, mon Ça frère? se passe? Salut tout le monde, c'est le D en direct de Rap Punchline. On Merci. est très très content de t'accueillir aujourd'hui. Moi aussi, ça me fait Ouais. très plaisir. C'est parti d'une discussion avec Kevin qu'on embrasse. Kevin Steele. Kevin Steele, où il nous a parlé de toi et je me suis dit c'est vrai, il y a un truc à faire parce que on t'a jamais vraiment entendu, tu vois, comme on se disait en off, et il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'en vrai de vrai, t'es dans l'industrie de la musique depuis longtemps, tu vois, que ce soit devant ou derrière le micro, t'es aussi dans des business à côté, t'as su créer une vraie économie autour de ta musique. Il y a pas mal de choses intéressantes que j'ai envie de dire avec toi aujourd'hui. Mais d'abord, nous, on a l'habitude de poser 5 questions dans l'entretien, des questions basiques de présentation, tu vois. Donc la première question, c'est tout simple. J'aimerais connaître ton nom et prénom à l'état civil. Demba Dja, bien sénégalais. Bien sénégalais, bien galsen. J'aimerais connaître maintenant le premier son de ta vie. Vraiment le tout premier son que tu as écrit sur une feuille. Ça va barder. Ça a bardé. Ça va barder. Purée. Le premier. Donc, premier déjà succès. Premier. Ah ouais, tout droit. Moi, je n'étais pas destiné à ça, moi, de base. C'est parti d'un délire et c'est là où tout a commencé. J'aimerais que tu me dises maintenant ton dernier projet en date. Mon dernier projet en date, actuellement, il est au four. Ça arrive. Mais sinon, avant ça, j'avais sorti un projet il y a 2 ans qui s'appelle Bienvenue dans mon dé. On va en parler aussi de celui-ci où il y avait Kershak, il y avait Ouais, Boleman, Chidi. Il y avait du très beau monde sur ce projet. Et enfin, la dernière question d'introduction, j'aimerais que tu me donnes la date qui a changé ta vie. Le 16 août 2016. Ça correspond à quoi? Ça va barder. Ça va. Parce que c'est du coup le premier son que tu sors sur les plateformes, même le premier son de ta vie, comme tu l'as dit. Et qu'est-ce qui change pour toi? Déjà, comment elle te vient l'idée de faire ce son alors que t'es pas prédestiné à ça, comme tu l'as dit? Bah, à la base, et c'est ce qui est marrant, c'est que tout part indirectement de Oplay. Ok. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que à la base, on avait une chicha qui s'appelait le Garden. Et tous les mardis, on avait une soirée qui s'appelait l'Afro Hype. Et pour promouvoir la soirée, pour dire aux gens de venir, ça veut dire que je prenais la prod de Ça va barder. Et j'écrivais sur Snap, par exemple, venez ce soir. Et je faisais que de répéter Ça va barder, ça va barder, ça va barder. Et mon producteur aujourd'hui me dit, frérot, il y a un bail. Moi, je suis en mode, la musique, c'est pas pour moi, il n'y a pas de bail. Il dit, si, il y a un bail. Oplay, il a sorti les loups. C'est un Snapchatter. Il fait du son. Fais-le. Et quand il me dit ça, dans ma tête, je me dis, en vrai de vrai, j'ai déjà une communauté sur Snap. C'est un truc marrant, c'est un délire. Ça veut dire, même moi, j'en parle sur Snap. Est-ce que je dois l'enregistrer? Et au final, je le fais. C'est pour ça qu'il y a la première phrase, Snapchat, on le fait ou pas? Tu vois, c'est parti de cela et c'est comme ça que la musique commence, indirectement. Mais déjà, comme tu l'as dit, toi, tu as une communauté d'abord sur Snap. D'où elle te vient cette communauté? Est-ce que tu es dans l'humour, les sketchs? Qu'est-ce que tu fais un peu sur Snap? Bah, en fait, j'étais dans de l'humour avec mon cercle d'amis. On se faisait des guerres interposées via Snap. Ça veut dire qu'on se faisait des dingueries. Ça attachait les uns, ça leur coupait les cheveux, ça les endormait, ça mettait des somnifères. On a fait des dingueries. Mais vraiment des dingueries. Mais vraiment, c'était en mode... Parce que c'est vraiment nous. Il n'y avait pas de sketch, c'était pas surjoué, c'était pas à la recherche de buzz. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, quand mes vidéos prennent une grande ampleur, c'est à ce moment-là que j'arrête de faire les vidéos. Parce que j'ai toujours voulu faire ce genre de choses entre mon cercle d'amis. Mais Snapchat, ça va vite. Donc quand les gens ils partagent, tout le monde t'ajoute. Et ma phobie a toujours été d'être un personnage public. Okay. J'ai toujours voulu garder ma tranquillité, cette intimité-là, où je peux aller n'importe où, quand je veux, tranquillement, sans qu'on me reconnaisse, tu vois. Donc ça veut dire que dès qu'il y a ce côté un peu buzz qui arrive, ça me fait fuir direct. Ça veut dire, c'est pour ça que du jour au lendemain, j'ai arrêté. Mais à la base, ceux qui me connaissent soit par rapport au Garden, ou soit par rapport, et surtout par rapport aux vidéos et aux pranks que je pouvais faire à mes amis. Ok, donc Oplay, tu connaissais via le Garden dont tu parles ou via Snap? En fait, Oplay, je le connaissais via Snap. Ok. C'est pas quelqu'un dont
je suis proche. Ok. Je regardais ses vidéos comme tout le monde. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je prends énormément de recul sur ce que les gens font. Je regarde parce que si c'est marrant, moi, je suis quelqu'un, si on peut regarder, rire et même partager, on le fait avec plaisir. Mais j'ai vraiment deux personnes. C'est-à-dire que je suis vraiment déconnecté de tout ce milieu-là. Je suis vraiment à l'écart de ça, mais je regarde quand même de loin ce que les gens font. Par exemple, un Oblay, aujourd'hui, il ne sait pas, mais à la base de base, si je fais de la musique, c'est parce que mon producteur, on le prend comme exemple, parce qu'il vient de sortir Les Loups. Ça veut dire, nous, dans notre tête, on se dit, bon, si Oblay le fait, en vrai de vrai, c'est ouvert à tout le monde. Ça veut dire que c'est de là où ça part. Mais personnellement, la première fois que je le rencontre, c'est sur le clip La Bonne Taille avec Oh mon Dieu Salva. Ah ouais. C'est la première fois et c'est tout. Ça veut dire, si on se voit, on se respecte, on se serre la main, mais on n'est pas forcément... Donc du coup, ton producteur te dit de sortir un son, tu sors, ça va barder. Toi, du coup, t'es pas du tout dans le milieu de la musique. Et comment tu fais justement? Il te réserve un studio, il te réserve des gens pour t'aider, enfin, il prend des gens pour t'aider à écrire. Est-ce que tu te rappelles de comment ça se passe, la création du morceau? En fait, tout simple. J'ai la prod, contacte le studio 50K. De Ibra? De chez Ibra, c'est AKM qui est là. J'arrive, je suis tout seul. Je lui dis, j'ai un morceau enregistré. Il me dit, ok, lui, il s'attend à un couplet rap. Et au final, je lui dis, non, c'est un morceau qui va durer 40 secondes. Et il me regarde, il me dit, t'as dit quoi? Je lui dis, il va durer 40 secondes. Donc, je rentre dans la cabine et j'ai pas écrit. C'est vraiment, c'est phrase par phrase. Ça va barder, c'est la reggae. En fait, là, moi, quand je suis au studio, je m'imagine en boîte de nuit. Ça veut dire, je sors des phases où je me dis, faut qu'en boîte de nuit, quand ces phases-là sortent, ou en chicha, c'était surtout chicha à cette époque-là, faut que ça soit la guerre. Ça veut dire, en fait, je pensais qu'au Garden en vrai. Ça veut dire, en fait, tout sort en pro, on va dire, entre parenthèses. Et après, morceau terminé, je termine avec le Snapchat, on le fait au pas, c'est le D. Morceau bouclé. Ça a duré peut-être 1 heure maximum. Mais même, tu vois, il a même pas eu besoin de faire des arrangements. Tu répètes que... c'est que de la répétition, en vrai de vrai. Ok. Donc c'est comme ça et c'est la toute première fois que j'enregistre dans un studio. Et c'est à partir de ce moment-là que tout le long de ma carrière musicale, j'ai continué à enregistrer au 50K. Toi, en fait, tu fais cette musique par rapport à les attentes qu'ont les gens au Garden. C'est ça, en fait. Voilà. C'est-à-dire que tu veux plaire aux gens, entre guillemets, qui vont là-bas avec cette musique. On rappelle, le Garden, c'est une chicha, c'est ça de base? Ouais, voilà. Et toi, comment tu viens? Tu travailles dans cette chicha Voilà, c'est ça. En fait, ça appartient à mes zinc. Et moi, quand j'arrive au Garden, j'arrive en 2014, je crois. Ça veut dire, moi, je suis tout jeune. Et Garden, ce qu'il faut savoir, c'était la chicha phare d'Île-de-France. Mais sauf que moi, quand j'arrive, c'était réputé pour les dimanches avec DJ Aïmoun, où il y avait la soirée qui s'appelait La Nocturne, où il y avait énormément eu de showcase, de clips. Alonso l'avait clippé, je crois, le morceau Boîte à chaussures là-bas. Il y avait énormément de choses. Mais moi, quand j'arrive au Garden, les gens de ma génération, c'est-à-dire 94, 95, n'allaient pas forcément au Garden. C'est vraiment un lieu pour les personnes matures. Ça veut dire que nous, par exemple, on avait peur d'aller au Garden parce qu'on savait qu'on n'allait pas rentrer. Sauf que moi, quand j'arrive au Garden, mon zinc me donne les rênes et j'ai ce truc où je réussis à faire la transition entre l'ancienne génération et ma génération. Ça veut dire que je ramène tous les gens que je connais, je les démarche, des gens que je croise dans la rue. Et c'est comme ça que je fais monter, entre parenthèses, le Garden avec les gens de ma génération. Et c'est comme ça qu'il y a cette nouvelle génération qui arrive et on va dire ce nouvel élan. Et quand moi je fais Ça va barder, je le fais pas pour plaire aux gens parce qu'en vrai de vrai, c'est une discussion que j'ai avec mon producteur, on n'était que deux, et c'était plus en mode c'est un délire. Je le prends vraiment comme c'est un délire. Pour moi, ça va être le seul, unique morceau, et puis on passe à autre chose, je retourne faire mes snaps. Mais en fait, ce qu'on n'avait pas vu arriver, c'est que le morceau a pris une ampleur, je m'y attendais pas. Mais quand je te dis je m'y attendais pas, je m'y attendais pas. Et la première anecdote où j'ai vu à quel point Ça va barder avait cassé des codes et des murs, mon tout premier showcase. C'est un mec de chez moi qui s'appelle Modibo. Ça va barder est sorti depuis peut-être 2 mois. C'est-à-dire que moi, je vois des gens qui m'envoient des vidéos ou de chorégraphie, ça danse. Mais pour moi, ça reste uniquement sur Snap. Premier showcase, Modibo m'appelle. Il me dit, ils avaient une chicha qui s'appelait Le Pearl. Et il me dit, j'aimerais te faire en show à la chicha. Et je dis, vas-y. Il me dit, envoie-moi une photo, on va faire un flyer. Je lui envoie une photo. Je suis chez moi, je m'habille et je vais récupérer un pote à moi qui s'appelle Vino. Et on arrive devant la chicha. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une chicha avec un sous-sol, un étage et l'étage principal. Full. Les 3 full. Quand je te dis full, carrément, je me suis dit, soit ils sont venus comme ça et voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont mis en show, soit ils sont venus pour moi. Et au moment où je fais Ça va barder, c'est tellement la guerre, mais tellement qu'au final, bagarre générale dans la chicha. Bagarre? Ouais, bagarre. À cause du son? En fait, les gens ils étaient tellement excités qu'il y en a, ils se sont poussés, ça s'est pris la tête, ça s'est embrouillé, bagarre générale. C'est au moment où je fais Ça va barder, c'est là que je me rends compte que les gens sont venus pour moi. Et c'est ce jour-là que j'ai vu l'impact que Ça va barder a eu. Ouais, c'est une dinguerie, parce qu'en plus, quand il sort pas en stream ou quoi, tu peux pas voir directement. Parce que le clip, il vient après, il vient en limite... Il vient peut-être 8 mois après, Ouais, ou il vient largement après. C'est vraiment en mode je fais le morceau, je prends une
photo que j'avais fait à Nice. Même la photo, j'ai fait exprès de prendre cette photo parce que c'est une photo où je suis de dos, où on voit écrit un maillot de foot, le D avec le numéro 10. Ok. Je voulais pas qu'on voit mon visage. Je prends la photo, on met, avec Marvin, on met le morceau sur YouTube comme ça, pas de promo. Tout ça, on connaît pas. Ça veut dire, on vient, on met ça comme ça. Et d'ailleurs, il y a mon gars qui est juste derrière la caméra. C'est là, il m'a dit, il y a quelques jours, tu sais que ça va barder, il a eu 1 million de vues. Ça, c'est une dinguerie. Sans promo, sans TikTok, sans... On a juste balancé ça du jour au lendemain, 1 million de vues aujourd'hui. J'ai dit, ah ouais. Ouais, sur le clip. Ouais, En plus, il met du temps à arriver, le ça va barder sur le Ouais, clip. laisse tomber. C'est long. Et on l'a clippé. C'est quand, après, on a vu l'impact que ça va barder a eu. C'est là où on s'est dit, bon, il fallait imager le truc. Ça veut dire, on a fait un clip. Je suis parti devant mon collège où j'étais à Montfermeil. Il y avait les petits, on s'amuse avec des potes à moi. Et on a fait un clip rapide. Et juste après ça va barder, il y a le morceau phare. Il y a À ma table. Raconte-moi un peu l'histoire du morceau À ma table. Parce que tu l'as dit, toi de base, t'es quelqu'un, tu veux pas trop de lumière. Forcément, avec la musique, si jamais tu perces, entre guillemets, bah tu vas en avoir de la lumière. Tu vois, Ouais. c'est inévitable. Donc, à ce moment-là, quand tu sors Ça va barder, t'es partagé entre j'en veux pas, mais en fait, si j'en veux un peu, ou on est déjà sur un bon morceau, faut qu'on continue. En fait, T'es dans quelle logique? quand je sors, ça va barder. Quand je commence à tourner, après le premier showcase, ils ont commencé à me contacter. Je fais quelques petits shows. J'ai une discussion avec des amis à moi. Je leur dis, en fait, venez, en gros, je vais me lancer dedans jusqu'à ce que ça s'arrête. Je fais un deuxième morceau qui s'appelle Taper des points. Je fais un troisième morceau qui s'appelle Quelle vie. Mais carrément, c'est mon tout premier feat. C'était avec Loti et H Magnum et Ok. DJ Best. Mais le morceau, il y a eu des problèmes de droit vis-à-vis de H. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on mettait le morceau, ça supprimait le morceau. Une fois après, je refais un autre morceau avec DJ Best qui s'appelle Tout Cassé. Et c'est à ce moment-là que Anilson et Viano me contactent. Ils me contactent, ils disent qu'ils sont tombés sur mon profil, qu'ils aiment ce que je fais. Donc ils aimeraient qu'on fasse un morceau ensemble. D'accord, ils m'envoient la prod. Je kiffe la prod. Ils décident de prendre un studio, je sais plus, je crois que c'était dans le 9-4. J'y vais et on fait le morceau. Et en fait, le premier morceau qui sort, c'est pas À ma table. C'est un morceau que j'ai appelé Émeute. Et en fait, à la fin du morceau, le morceau était lourd, mais eux, ils étaient en mode, faut qu'on fasse un deuxième parce que le mot émeute, là, ça nous fait peur. Ça, on sait qu'on pourra jamais passer en radio ou autre. Donc, au pire des cas, ce qu'on fait, garde le morceau, on t'enverra une autre prod. Ok. 3 jours après, il m'envoie la prod. Et je me rappelle, le jour où il m'envoie la prod, je suis au studio avec un pote à moi qui s'appelle Doudou. On est que tous les deux. Je reçois la prod et je deviens fou sur la prod. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que tellement je me prenais pas au sérieux, je sortais les premiers trucs que j'avais dans la tête. C'est-à-dire, je commence à sortir plusieurs phrases. Et à un moment, je sors chez la meuf la plus bonne, à ma table. Et mon pote Doudou, il fait ya, ya. On se regarde, on crie, on saute, on part sur ça. Le lendemain, je pars en show en Belgique. Je fais mon show. Dès que je rentre de Belgique, le premier truc que je fais sur la route, j'appelle AKM. AKM, j'ai une idée, j'ai un morceau. Je l'ai fait avec Doudou, il était là. On sait que ça va marcher. Faut que tu nous donnes au moins 1 heure. AKM me dit, c'est pas possible, je suis pas là. Je dis, s'il te plaît, je le supplie. Il me dit, bon, vas-y, viens à 15h, 16h. Je vais te mettre mon ingé que je forme, qui est Caïs, et il va t'enregistrer. Ok. J'arrive au studio, je suis tout seul. 1 heure, le morceau est bouclé. Maintenant, quand je finis le morceau, je suis en mode, je sais que ce morceau-là va marcher. J'envoie le morceau à mon producteur. Mon producteur, il me fait un retour. Il me dit, pas fan du son. Il me dit, pas fan du son. Maintenant, moi, je me mange un coup, parce que tu vois, vu que c'est lui qui m'a lancé, ça veut dire, moi, je me réfère beaucoup à lui. Il me dit, je suis pas trop fan. Ok. Pendant quelques jours, je fais que de snapper le morceau. Mais que ce soir c'est la reggae et le refrain sur Snap. Mais je vois le retour des gens. C'est une dinguerie, tu sors ça quand? C'est une dinguerie. Et l'élément qui a fait que le morceau est sorti, c'est le jour de mon anniversaire au Garden. La chicha, full. Il y avait tout mon entourage, full. Et vu que c'était mon anniversaire et que j'étais déjà en mode artiste, c'est-à-dire en mode showcase le jour de mon anniversaire. Donc je fais Ça va barder, je fais Tout casser, je fais Quelle vie, taper des points. Et à ce moment-là, je décide de faire À ma table. Mais comme il devait avoir peut-être 300 personnes, mais dans les 300, il y a 200 personnes, c'est les gens de mon entourage, c'est-à-dire tout le monde avait déjà enregistré la gimmick dans leur tête. Ça veut dire je commence à faire le morceau. Premier couplet, les gens ne connaissent pas parce que je snap jamais le premier couplet. Mais ils sont en mode oh, oh. Et dès qu'on arrive au ce soir c'est la reggae, tout le monde commence à sauter. J'ai la meuf là. Et à ce moment-là, même moi, choqué. Parce que je sais que voilà, y a mes gars, ça va être bien. Mais l'énergie que j'ai reçue, c'était la toute première fois. Ça veut dire des gars, les gens ils crient, sont excités. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, le Garden, c'était une chicha qui était en longueur. Ça veut dire que moi, je suis à la scène et mon producteur, il est tout au bout. Mais tous les gens sont là. Il quitte. Il vient me voir. Il me dit, pardon, c'est une dinguerie le morceau. Et en fait, il m'explique que quand je lui ai envoyé le morceau, lui, il a écouté en rapide comme ça avec son téléphone. Et c'est depuis ce jour-là que maintenant, il a après écouté les sons
son dans une voiture. Si tu lui envoies téléphone, là, il est pas dans la voiture, il écoute pas. C'est à partir de ce moment-là qu'on décide de sortir le morceau. Et après, le morceau, aujourd'hui, il a explosé. Mais il a pris du temps à exploser. Single de platine aujourd'hui. Ouais, platine. Il faut le dire. Mais il a pris du temps, il n'a pas directement pris dans les boîtes de nuit, dans les... Ou tu veux dire en termes de chiffres Snap? C'est même pas un chiffre Snap, parce qu'en fait, quand je le sors en mai. Moi, je me rappelle, été 2017, je venais d'avoir... Il sort en mai. Mais moi, en fait, j'avais une vision en mode le morceau va prendre et il va exploser là, peut-être le premier mois. Après, on va passer au deuxième morceau. Mais le morceau, les gens, ils se le mangent vite fait. On fait pas beaucoup de vues sur YouTube. Juin commence à monter un tout petit peu. On est dans les 100 000 et quelques. Et à partir de l'été, le morceau, il a dégringolé comme ça. Enfin, il est monté en flèche comme ça. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des showcases. C'est-à-dire là, on était en mode, les gars, là, on peut casquer. C'est-à-dire là, c'est maintenant. C'est à partir de l'été où vraiment le morceau, là, parce que j'ai vu que tu as tourné dans le monde entier. T'es allé où, par exemple? T'as des destinations exotiques, des destinations T'as fait quoi? Toute l'Europe, je crois, à part l'Europe de l'Est. Okay. Mais sinon, Espagne, Portugal. Espagne, Portugal, Belgique, Suisse, France, Maroc, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, La Réunion, Thaïlande, Angleterre. J'ai vraiment énormément voyagé. Ce morceau-là, il m'a fait vraiment découvrir même des villes en France, des villes que personne connaît, des endroits, des trucs. Non, franchement, c'est vraiment le morceau qui a changé ma vie. Donc, c'est-à-dire que t'allais en showcase, là, t'avais quoi? T'avais 5-6 sons, c'est ça, du coup, en gros? T'avais 5-6 sons. Et tu tournais partout dans le monde. Tu vois, même aujourd'hui, on est en 2025, je tourne toujours avec Amatable. Presque 10 ans après. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de fou. C'est vraiment Mais c'est un son que t'écoutes. Je pense qu'il passe minimum une fois dans toutes les boîtes, dans toutes les soirées parisiennes depuis 2017. Il est incontournable, le son. Et tu vois, même parfois... Tous les clubbers, ils le connaissent. Je regarde la caméra, je regarde pas. Non, après, c'est là où je suis fier, je suis heureux, c'est que j'ai pu avoir cet impact sur la vie des gens, ne serait-ce que quand ils viennent en soirée. Ça veut dire que, tu vois, quand je vois l'excitation, le bonheur que le son procure quand il passe en boîte ou quand je le joue en show, les gens se rendent même pas compte. Je rentre chez moi, je dors comme un enfant. Je me dis, tu vois, là, peut-être il y avait 200 personnes au show, 300, 400. Ils ont tous chanté ma musique par cœur, ils étaient contents. Et c'est un truc, je m'y attendais pas. C'est-à-dire, moi, je suis pas préparé dans ça, moi. C'est-à-dire, moi, je suis pas destiné à ça de base. Faire de la musique, ça n'a jamais été une passion. Écouter de la musique, ça a toujours été ma passion parce que j'ai une très grosse culture musicale, que ce soit en rap français ou aux US. Mais faire de la musique, pour moi, c'était pas ma voie parce que je respecte tous les rappeurs. Ça veut dire que, tu vois, quand je vois des rappeurs qui se prennent la tête sur des figures de style, sur des flows, sur des phases, sur la prod, sur la manière de poser, et moi, j'arrive, je dis juste, ça va barder pendant 40 secondes, tu vois. Ça veut dire qu'au départ, même, j'avais ce côté-là où j'avais limite, on va dire, un peu honte parce que je me disais que c'est comme si je viens détruire leur art. Est-ce que tu te considères comme un rappeur? Non, pas du tout. Mais ça reste quand même, tu vois, ma manière de poser, ça rime avec du rap, de l'afro. Après, c'est MH, il est arrivé avec l'afro-trap. Ouais. Mais moi, par exemple, et c'est pour ça que même j'avais ce recul-là de me cacher, c'est que je respecte tous les rappeurs. Et le fait de faire des morceaux club avec des paroles qui sont pas forcément recherchées, avec la gimmick, parce que là, mon point fort, c'était vraiment les gimmicks. Je me prenais pas trop la tête sur les textes, parce que en vrai de vrai, je suis pas rappeur, donc j'allais pas m'inventer une vie. Même quand je pose à rabarder, de base, je sais même pas poser dans les temps, tu vois. Ça veut dire que je suis pas dans ça, moi. Et c'est vraiment quand j'ai compris qu'en fait, il y a les gens qui aiment le rap, et aussi il y a des gens qui aiment s'amuser. Et en fait, quand je vois même tous les gens du milieu de la nuit qui se sont mis à faire de la musique derrière, je me regarde avec le recul, je me dis, en fait, c'est une dinguerie. Parce que j'ai fait du son club, c'était pas destiné, c'était pas prévu, c'était pas dans le plan. J'ai cassé les codes de la musique, parce que j'arrive avec un son de 40 secondes où il n'y a pas de couplet. Le morceau, il tourne, je tourne en showcase. Et ça a permis aussi aux gens qui ne faisaient pas de musique de base à faire de la musique. C'est là où il y a eu l'élan, où tout le monde, entre parenthèses, s'est lancé dans les sons club pour viser les chichas et les boîtes de nuit, parce qu'en fait, les gens, ils ont compris qu'en fait, même si t'es pas rappeur, il suffit juste que tu dises une bêtise, une gimmick, et que les gens retiennent la gimmick, et le morceau est passé en chicha, tu crées ton économie et tu fais des shows. Et c'est pour ça que je dis, ça va barder a vraiment été un game changer dans le milieu de la musique, parce que ça a vraiment cassé les codes de la musique. Et c'est avec le temps que j'ai appris c'est avec le temps que je l'ai vu, et c'est avec le temps que j'ai appris à, entre parenthèses, l'assumer. Pour en revenir à quand tu sors à ma table et qu'il cartonne tout et qu'il pète tout partout dans le monde, j'imagine qu'à ce moment-là, tu es sollicité par des professionnels de la musique pour signer en label, pour signer en maison disque.
musique. Comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que, du coup, comme tu l'as dit, toi, t'es pas préparé, t'es pas prédestiné à ça, même ton entourage ne s'y connaît pas forcément. Comment vous faites quand vous êtes sollicité par des labels, des maisons de disques? Est-ce que vous... Je suis pas sollicité directement. C'est pas directement, c'est bien après. Parce que 2019, tu signes avec Polydor. Si je dis Ouais, pas c'est de 2019. Ouais. La première fois que j'ai été sollicité, c'était en 2018. Je crois que c'était MCA, un label d'Universal. Je sais plus si c'est ça le nom, mais je crois que c'est MCA. Et c'est quelqu'un qui travaillait là-bas. Je crois que c'était même une tête de là-bas. J'étais en showcase dans le 60. Le mec, il rentre dans ma loge, c'est-à-dire à tous mes gars. C'est-à-dire, dès qu'il rentre, la manière dont il rentre, il est où le dé? Tout le monde le regarde en mode, c'est qui lui? C'est un fou. Peut-être, on croyait même que c'était le patron, mais en vrai de vrai, le patron nous avait été présenté quelques minutes avant. Ça veut dire, en gros, oui, je suis là. Mais les gars, ils se lèvent en mode, vous êtes qui? Boss de MCA, j'aime beaucoup ce que tu fais. Il arrive et il me tend sa carte avec son numéro pour dire qu'il aimerait qu'on discute ensemble. Bon, on l'appelle quelques jours après. Quelques jours après, petit rendez-vous dans les locaux d'Universal. C'était la première fois que je mettais mes pieds là-bas. Mais au final, ça s'est pas concrétisé. Pourquoi? Maintenant, bon, je sais pas. Ça On a eu un rendez-vous, mais en vrai de vrai, nous déjà, moi, j'étais pas dans le truc de signer. Ok. Parce que ça m'impressionnait pas. Deuxièmement, là où beaucoup de rappeurs, là où énormément de gens qui sont dans la musique ont pas cette chance, moi j'ai eu une chance d'avoir un producteur très solide et qui est de ma famille déjà. Tu vois, depuis que j'ai commencé la musique à aujourd'hui, j'ai toujours le même producteur, ça va faire 10 ans. Même si aujourd'hui, voilà, j'ai mes structures, j'ai mes trucs. Donc ça veut dire qu'en fait, je ne manquais de rien. Il n'y a rien qui pouvait m'apporter dans ce que je voulais, parce que j'avais déjà tout. Parce que moi, à la base, c'était juste faire du son pour les boîtes et les chichas et sans plus. Histoire d'album, de mixtape, c'est pas ma vision, c'est pas moi, je suis pas prêt pour ça. Moi, je veux juste faire mes conneries. Je fais danser les gens. Je m'arrête là. Toi, comme tu as dit, tu avais besoin de rien, tu étais déjà avec des producteurs solides, et la musique, pour toi, c'était vraiment de l'entertainment, quoi. C'était, je fais mes trucs, ça fait danser les gens, je suis pas là pour faire un double album, réédition, mixtape, tout ça, en fait. Après de cela, petite parenthèse, il y a un truc que j'avais oublié. Tu sais que ça va barder. C'est pas... En fait, j'ai dit mon premier feat, mais je suis un menteur. Tu sais, moi, c'est qui mon tout premier feat? Non, c'est qui? Don Millie, Franglish et Abu Debeng sur Ça va barder remix. Ah J'avais ouais? oublié. Et c'est 2016 aussi? Ouais, c'est la même année. Putain. C'est la toute première fois que je fais un feat avec Glitch. Dans Ça va barder avec Abu Debeng qui viennent. Ils ont kiffé le morceau, on a fait le remix. Tu les rencontres comment? Bah, je sais plus si c'est qui a fait que... Je sais plus comment la connexion s'est faite. Tu connaissais pas de base Franglish? Non. Donc, il est de- Enfin, je le connaissais, mais il était pas connu. Il était pas du tout connu. Il rappait en Quinry. Ouais, ouais, à l'époque. Parce que chez nous, il y a un mec qui s'appelle Zoumana. Zoumana, c'est lui de base, rappeur de la ville. On en parlait, ouais. Et c'est vis-à-vis de lui que j'ai découvert Glitch. Et Abu Donc, Debeng aussi ou... Non, Abu Debeng, je savais c'était qui, mais pas comme Glitch. Ok. Glitch, c'était... Enfin, j'ai connu, on va dire, Glitch bien avant Abu Debeng. Mais Abu Debeng aussi, c'était les moments où il sortait des morceaux, mais c'est le tout premier feat que j'ai fait. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis qu'un mec comme Franglish, il va avoir la trajectoire qu'il a aujourd'hui? Des double Bercy, des certifs en veux-tu en voilà, Rostar. Est-ce qu'à ce moment-là, déjà, tu sentais qu'il avait un truc, ce mec? Bah, tu vois, quand Ou Glitch... même pas, il faut dire. Carrément, parce qu'aujourd'hui, tu vois, on se côtoie et c'est quelqu'un qui m'apprécie, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, même ses équipes et mes équipes. Et l'autre fois, au studio, je lui ai dit, tu sais, c'est quand la première fois que je t'ai écouté? Il me dit quand? Je dis, t'as rappé avec les mecs de chez moi, tu rappais en Quinry. Parce qu'en fait, avec Zoumana, ils avaient fait un morceau. Et après, au final, quand tu regardes la suite de sa carrière, frère, c'est même mérité, c'est petit. C'est amplement mérité, il a rien volé, il a tout fait, c'est rappé, c'est kické, c'est dansé, il a une prestance. Tu peux pas faire plus complet en vrai de vrai. Tu vois, donc aujourd'hui, après sur le coup te dire le jour même, j'allais me dire que peut-être dans 10 ans elle allait faire non, parce qu'en vrai de vrai même moi j'ai même pas cette vision là, tu vois, mais en tout cas en avançant année par année et en le côtoyant, c'est juste évident, c'est juste mérité. On parlait juste avant du fait que voilà, toi t'étais pas vraiment ultra branché album, mixtape, etc. dans la musique, tu voulais vraiment faire de la musique un entertainment, tu vois, un truc à côté parce que t'étais déjà solide, etc. Mais à partir de quel moment tu décides vraiment de professionnaliser vraiment à 100% dedans? Parce que du coup, entre 2017 et 2019, tu tournes à fond en showcase, ou comme tu l'as dit, tu vas partout dans le monde, mais 2019, c'est la signature chez Polydor. Donc comment elle se fait cette signature-là? Est-ce qu'à un moment, toi, tu dis, en fait, finalement, je veux plus, ou est-ce que c'est Polydor qui te veut vraiment et tu dis pourquoi pas essayer? Comment ça se passe? Polydor me contacte via Pierre Gilles. Pierre Gilles me contacte sur Facebook. Il dit qu'il est tombé sur mon profil et qu'il aimerait bien faire un rendez-vous et il kiffe. On va au premier rendez-vous avec Pierre Gilles.
directement, j'accroche humainement avec lui, direct. Direct. Tu vois, même si t'as pas cette vision-là de faire de la musique, et bah lui, il va te sortir des arguments qui fait que tu vas te mettre à cogiter. Comme quoi, par exemple, comme argument? Tu peux sortir un projet, tu as ton créneau à toi, on peut cibler ci, on peut cibler ça, on va pas mentir, on va pas te demander de t'inventer une vie d'artiste ou une direction musicale qui n'est pas la tienne. Reste dans ce que tu sais faire et nous, ça nous suffit. C'est à nous de booster. Donc, ça, c'est les premiers rendez-vous. Et avec mon producteur, on discute. Le patron de Polydor à cette époque-là, c'était Stéphane Espinoza. Pareil, premier rendez-vous, humainement, j'accroche. Or que moi, de base, ce qu'il faut savoir, c'est que Maison de Disque, avec tout ce que j'ai vu ou entendu autour de moi, je les vois comme des vautours. Et en plus, moi, quand j'arrive là-bas, j'arrive en position de force parce qu'en fait, quand je dis force, c'est dans ma mentale parce qu'en vrai de vrai, il n'y a rien que vous... En fait, vous pouvez pas me vendre de rêve. Okay. Parce que j'ai déjà créé mon économie à moi qui me suffit amplement pour ma personne. Et j'ai un producteur qui est solide, donc on manque de rien. Avant même d'aller signer en maison de disque, on est parti clipper au Brésil. On est parti clipper à La Réunion. On a fait le tour du monde. Ça veut dire qu'en vrai de vrai, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Vous ne pouvez rien m'apporter en vrai de vrai. À part si là, on décide de passer dans le côté artiste, tout ce qui est marketing, médiatique et d'identification. Parce qu'il y a énormément de personnes qui connaissent mes sons, mais qui ne savent pas. Voilà, ne savent pas qui je suis. C'est ce point-là qu'ils peuvent nous apporter. Et au fur et à mesure des échanges, bah, en vrai de vrai, ce qu'ils nous proposent, ça nous convient. Là, c'est à ce moment-là que je me dis, faut vraiment que je m'y mette, mais sérieusement, voilà, les gimmicks entre-temps, j'ai appris à écrire, j'ai appris à poser dans les temps, j'ai appris à changer de flow, j'ai bossé. Et c'est à partir de ce moment-là, je me dis, bon, il est temps de passer au niveau dessus. Parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé aussi, mais pendant cette période-là où tu avais déjà ta propre économie, tu faisais aussi les premières parties d'MHD, que ça soit à La Cigale, en Guinée ou dans d'autres dates. Donc tu avais déjà, en fait, tu tournais déjà toi tout seul et en plus, tu pouvais bénéficier aussi de la lumière d'un MHD qui cassait aussi tout à ce moment-là. Tu vois, un MH, c'est l'une des personnes, parce qu'il y en a beaucoup, la moins ingrate que j'ai vue dans toute ma vie. Parce que tu vois ce qu'il a fait pour moi, parce que MH et moi, on a une histoire particulière. C'est quoi l'histoire? À la base, moi, quand je contacte MH, je fais pas de musique. Ok. MH, il avait déjà sorti Afro Trap partie 2, je crois. Okay. Et le morceau, il avait déjà tourné partout. Mais c'était pas devenu viral, ça commençait à être viral. Je le contacte via Snap pour lui dire, frérot, j'ai une chicha, j'aimerais bien que tu viennes pour que tu vois le délire. On va faire en sorte de pousser tes morceaux là-bas. Et puis, viens, tu vois. Donc lui, il décide de venir avec Baki. Aujourd'hui, les deux, c'est mes frères, tu vois. Première fois, on discute, humainement, on s'aime bien. Les DJ qui sont là-bas, je fais en sorte qu'ils passent ces morceaux. Il sort le 3, 4, 5, il explose, il fait sa carrière. Mais tu vois, moi, j'ai pas eu d'impact sur sa carrière. Moi, j'ai juste essayé de faire en sorte de le pousser, ne serait-ce que dans les éléments que je gère. Parce que moi, directement, dès que j'ai vu, j'ai dit, voilà, il est trop fort. Mais tu vois, juste ce petit truc-là a fait que quand il explose de lui-même, parce que comment ça s'est passé? C'est une dinguerie. Je suis derrière, on est au Garden. Je suis avec, il y a moi, il y a DJ Pete, qui entre-temps, qui va devenir son DJ, mais qui est le DJ de l'Afro Hype. Il y a Damso, qui est une figure de la musique urbaine, qui est, voilà, PSO, c'est quelqu'un qui, même dans l'événementiel, c'est vraiment un grand qui est très respecté chez nous. Et il y a MH qui vient nous voir. On parle, on rigole. Et d'un coup, MH, il me dit, bon, prends ton billet, tu fais ma première partie en Guinée. Mais genre comme ça. Comment ça, je fais ta première partie en Guinée? Il me dit, frérot, tu vois, MH et moi, on a une relation, on aime trop s'insulter, on aime trop se provoquer, c'est comme ça. Il me dit, frérot, me fais pas parler 2 fois, prends ton billet, viens en Guinée. Juste prends ton billet, le reste, je m'en occupe. Ok, je prends mon billet. Frérot, ce que j'ai vécu en Guinée là-bas, je crois qu'il n'y a pas plus gros souvenir que ça. J'arrive là-bas, je manque de rien. Logé, nourri, on sort, ils nous font visiter le pays, on fait des trucs associatifs. Le jour du concert, je suis là, on va dire, peut-être 2 jours avant le concert. Depuis 2 jours, lui et Baki font que de me dire, mais gros, le jour du concert, là, pas paniquer. Pas paniquer. Moi, je suis en mode, mais non, pas paniquer, zéro stress. Le jour du concert, mal de ventre. J'arrive pas à me lever du lit. C'est MH et Baki qui viennent me voir avec toute l'équipe. Ils viennent, ils me disent en mode, c'est rien. Là, c'est un moment, faut que tu kiffes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la seule première partie, c'était moi et son petit frère. Donc, au final, on y va. Tu viens, tu fais la première partie devant toi. Il y a 60 000 personnes devant toi. 60 000, un stade. Tu vois, juste avant d'arriver au stade, la terre elle tremblait. Tellement les gens sautaient dans le stade. C'était une dinguerie. Purée. Et après, au final, je rentre. Il me fait faire aussi La Cigale. Il y a 4 queues aussi. J'ai fait énormément de premières parties de... Parce que, tu vois, quand j'arrive, c'est en mode de dégâts, tu vois. Et au final, c'est des beaux souvenirs. Et fort. quand tu fais la première partie d'MHD en Guinée, là, t'as que savabardé? Ou t'as aussi tapé des points? J'ai savabardé, tapé des points et tout cassé. Et j'ai pas à ma table. Ok, donc t'as 3 sons.
Ouais, 300. Purée, et directement en première partie d'un show avec 60 000. C'est une dinguerie. C'est beau. À 300. Et c'est pour ça que, tu vois, même parfois, je le regarde quand on discute et je lui dis ce que tu as fait pour moi. Voilà, tu te rends pas compte. Et lui, il est en mode, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? C'est rien. C'est une dinguerie. Parce que tu vois, quand quelqu'un qui a 3 sons, tu fais un premier concert. Le premier concert s'arrête pour cause de sécurité. Tu reviens là-bas. T'es attendu. Tu vois, les tours qu'on faisait dans la ville, t'avais l'impression que c'était le président. C'était une dinguerie. Majda, à cette époque, c'était trop. Tu vois tous les Guinéens de la daronne, plus grands, plus petits, tous éblouis, tous contents de le voir. C'est-à-dire que tu me fais vivre ça, et en plus de ça, tu me fais chanter devant 60 000 personnes. Sachant que dans ton entourage, il y a des gens qui rappent depuis longtemps, il y a des gens qui sont connus, tu aurais pu leur dire de venir, ils auraient kiffé, frère. Personne n'aurait pu te dire non. Première partie de toi en Guinée devant 60 000 personnes, ça se trouve, c'est des gens qui vont jamais chanter devant 60 000 personnes de leur vie. Moi, aujourd'hui, je peux te dire, j'ai chanté devant 60 000 personnes. Un stade rempli. Un vélodrome presque. Starful. C'était une dinguerie. Il y a des gens qui grimpaient, ils sautaient sur la scène. T'as vu, non, c'est trop fort. On néglige souvent, je trouve, moi, les shows en Afrique parce qu'il y a du nombre de fous. Il y a des fois des chiffres impressionnants. Je crois que Franglish, il avait fait un show devant peut-être 80 000 personnes. En Afrique, Aya Nakamura aussi, au Mali, elle avait fait des scores hallucinants. Et je trouve qu'on néglige pas mal alors que c'est des shows mémorables. Là, tu vois, ça fait bientôt 10 ans et tu m'en parles encore avec des yeux émerveillés. En fait, c'est mémorable, mais à côté du fait que ça soit mémorable, ça peut être très dangereux. Au niveau sécurité? Ouais. C'est énormément dangereux parce qu'en fait, l'amour qu'ils te donnent, c'est fois 1000. Mais maintenant, retrouve-toi autour de 80 000 personnes qui veulent te donner de l'amour. Mais physiquement, tu vois. Donc parfois, il y a des trucs de sécurité, parfois c'est dû à l'organisation, les trucs. Mais c'est vrai que je pense, et même la plupart des artistes, je pense que la plupart des shows qu'ils retiennent, généralement, c'est quand ils sont en Afrique. Et pour moi, c'est beau. Tu vois, les gens, ils sont là parce qu'ils aiment la personne. Ils aiment l'artiste. Tu vois, ça veut dire qu'ils te montrent tout leur amour sans se cacher, sans m'as-tu vu, sans retenue, tu vois. Mais c'est juste le fait qu'à côté de ça, ça reste quand même un peu dangereux. Aujourd'hui, vous êtes toujours frères, toujours, ça bouge pas, il y a toujours... Toujours. C'est bien. Toujours. Même parfois, on est là, on va faire des bowling, des trucs. Toujours. Ça c'est quelque chose qui changera jamais. Il y avait aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, quand il y a eu, tu sais, le procès de Benjamin Mendy, là. Quand il y a eu un moment où c'était... je me rappelle plus trop, il y avait eu un moment où tu avais sorti par une vidéo où, comme ce que tu viens de dire, tu vois, t'étais monté au créneau pour dire, moi, je le connais, etc. C'est impossible qu'il fasse ça. Des années plus tard, du coup, il a été innocenté. Tu vois, donc ça rejoint un peu ton discours. Mais je sais qu'on t'avait un petit peu titillé vis-à-vis de ça, tu vois. Parce que les gens m'ont titillé, pourquoi? Parce que quand je fais la vidéo, moi, je fais pas la vidéo pour le défendre. Je fais la vidéo en fonction de ce que j'ai, ce que je vois. C'est-à-dire que moi, je suis branché avec la famille en question. Okay. Ça veut dire que quand on me parle, on me montre des choses. À côté de ça, je suis quelqu'un qui l'a fréquenté depuis 2015. Ça veut dire que dans tous les états, que ce soit de joie, de tristesse, je sais comment ils fonctionnent. Tu vois, c'est comme je dis dans la vidéo, quelqu'un dans ton entourage qui, sous alcool devant toi, ne serait-ce qu'un truc bête, hein, que les gens peuvent croire que c'est bête sous alcool, tu mets une petite fessée à une fille comme ça, ou tu touches une personne. Moi, je suis là, je bois pas d'alcool. J'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Je fais des sons pour les clubbers, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Ça veut dire que je suis tous les jours lucide et je fais attention à tout ce qui m'entoure. Demain, tu vois des gens qui ont des agissements qui frôlent le manque de respect, parce que parfois, il y en a qui se croient permis des choses. Demain, tu entends une rumeur comme ça, tu vas réfléchir, tu vas te dire, j'ai vu faire ça, je l'ai vu faire ça, je l'ai vu faire ça. Ça peut être possible. À ce moment-là, je parle pas, parce que ça se trouve ce qui se passe, c'est ce que ça se trouve, t'as fait la dinguerie. J'imagine le fait de prendre mon téléphone et d'en parler publiquement, sachant qu'on parle du sujet le plus sensible qui existe. C'est que je suis sûr de mes convictions à 100 000% par rapport à ce que j'ai entendu et par rapport à ce que j'ai vu, moi, de mes propres yeux. C'est-à-dire, moi, je passe ma confiance en Dieu. Si le mec, il n'a rien fait, dans tous les cas, ça va sortir. Moi, quand je fais la vidéo, je la balance. Le soir même, tout le monde reprend la vidéo. La vidéo, elle tombe partout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis au courant de l'histoire avant que ça sorte dans les médias. C'est-à-dire que moi, je suis bien au courant avant. L'histoire, elle sort partout. Tout le monde récupère la vidéo. Même des comptes de football, tout le monde récupère la vidéo. Donc, les gens sont en mode, ah, on a entendu ce qu'il a dit. Ah, c'est ça qui s'est passé, parce que personne ne savait ce qui s'était réellement passé. Ce qu'il faut savoir, et c'est là où la sauce, entre parenthèses, est arrivée, c'est que quand moi je parle, il y a 3 accusations qui sont sorties dans les médias. Il n'y a que 3 accusations. Quelques jours après, ma vidéo s'est passée à 6, 7. C'est là les gens ont dit, mais attends, il se fout de la gueule tout le monde. On passe de 3 à 7. Et c'est là que les gens ont essayé d'attraper ma veste. Ouais, tu le défends, j'ai entendu des dingueries. Ça se trouve, toi aussi, t'étais la base. Mais bon, ça m'a pas touché. Parce que je disais, tu vois, faut avoir du cardio dans certains moments. C'est moi, j'ai
pris la vidéo. C'est moi, j'ai pris mon téléphone. Lui-même, il était même pas au courant. C'est sa famille qui lui ont dit après. Personne s'attendait à ce que je parle. Ça veut dire que même des gens proches de lui m'ont dit, Demba, t'as bien fait de parler, ça nous fait du bien parce que nous, on peut pas parler. Moi, je respecte la position de chacun. S'il y a quelqu'un qui veut pas parler, il a le droit de pas parler. Moi, j'ai décidé de parler. Donc, au final, 1 an, 2 ans, et moi, je suis au courant de toute l'histoire parce que je parle avec lui tous les jours. Enfin, au début, c'était un peu dur, mais après, je suis branché avec lui et je suis branché avec sa famille tous les jours, son neveu tous les jours. C'est-à-dire, je suis au courant de tout. Le jour où il a été innocenté, je suis allé sur Twitter. Tu vois, tous ceux qui ont attrapé ma veste, tout le monde a mis des tweets pour s'excuser. Mais en fait, depuis le début, ils nous parlaient, depuis le début, ils nous disaient. Mais en fait, c'est une dinguerie. Après, il y en a qui vont dire, ah, mais ça, je rentre même pas dans ça. Mais si on s'arrête à la justice l'a mis en peinture. Et au final, la justice l'a innocenté. Ça veut dire que moi, je pars du principe où, depuis le début, j'ai parlé parce que j'étais sûr, je me suis fait confiance. J'ai fait confiance à la personne en question qui est Benjamin. Et au final, on a eu gain de cause. C'est-à-dire que quand toi, tu poste la vidéo à ce moment-là et qu'elle passe de 3 chefs d'accusation à 7. À aucun moment tu dis j'aurais pas dû faire la vidéo. T'es certain de son innocence? Non. Du début je suis certain je suis certain de son innocence parce que comme je t'ai dit, moi j'étais au courant de l'histoire avant les gens. Mais quand je vois l'ampleur que la vidéo a sur les quelques jours où en mode on va voir, mais en mode c'est tranquille. Et quand je vois qu'il y a des gens qui essaient d'attraper ma veste, mais il y en a 7, il y en a 8, ouais mais c'est un ouf, il est où, appelez-le. T'es en mode pendant 2 jours, je peux plus dormir. Ouais, frérot, moi, je suis pas dans les polémiques. Je suis pas quelqu'un de méchant, je suis pas quelqu'un de mauvais, je suis pas quelqu'un qui met les gens dans la sauce. Je m'embrouille pas sur les réseaux sociaux, je fais pas de mal aux gens sur les réseaux sociaux. Ça veut dire, moi, je connais pas ce truc-là. Et c'est pour ça que même faire de la musique, je me cachais parce que je ne veux pas être un personnage public, de base. Je veux juste que ma musique soit publique, mais moi, ma personne, je ne veux pas. Ça veut dire que quand j'ai connu ça, moi, c'était la toute première fois. Et c'est quelque chose qui me concerne même pas moi. C'était ma prise de parole. TPMP, mais ils ont tout fait pour eux. Ils ont, sur 3 mois, TPMP, ils ont tout fait pour qu'il y ait. Tout fait. J'ai dit, moi, parler de ce sujet-là sur la place publique, entouré de gens que je ne connais pas Non. Qui vont vouloir t'abattre. C'est la justice qui va parler pour moi. Si la justice dit qu'il est innocent, j'aurais pas besoin de parler. Si la justice dit qu'il est coupable, attrapez ma veste, c'est pas grave. Vous voulez que je dise quoi? Attrapez ma veste. Ça se trouve, même moi, je vais venir, je vais faire une vidéo. Au final, si, il y avait des preuves. Les gars, je me suis trompé. Moi, j'ai pensé par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à la personne que je connais. Mais là, s'il y a des preuves irrévocables, des aveux, les gars, pardon. On me jette la pierre, je vais juste accepter. Mais là, c'est trop sûr de moi. Mais par contre, je suis pas dans le buzz. Ça veut dire aller sur des plateaux de télé ou donner des interviews. Oui, je suis l'avocat de... Non, je suis pas dans ça. Moi, j'ai parlé une fois. Tu veux savoir ce que j'ai à dire? Va sur mon Snapchat. C'est là-bas où je parle. Donc, en vrai de vrai, si t'as un truc à écouter, va sur Snap. Mais sinon... Mais après, encore une fois, tu vois, je suis quelqu'un, je pense tellement avec le cœur. Et quand je suis avec toi, je suis avec toi jusqu'à la mort. Et c'est comme ça. Et tu connais d'où d'ailleurs Benjamin Mendy? Parce qu'il est pas... de base, il est de... Ben, je l'ai connu en 2013 ou 2014. Quand il est au Havre, non? Non, quand il vient juste d'arriver à Marseille. Quand il vient d'arriver à Marseille, en 2014. Quand il vient juste d'arriver à Projet Marseille. Dortmund. Parce que moi, je suis branché avec son neveu. Ok. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Revenons-en à, du coup, Polydor 2019. On s'était arrêté. Tu disais que, voilà, le discours de tous les dirigeants du label te plaisait. Et donc, du coup, vous vous mettez d'accord sur un deal, c'est ça? Voilà, c'est ça. On part sur un projet. Vous signez pour un projet, ok. On signe pour un projet et un autre en option. Mais c'est là que ma vie bouscule parce que entre les pourparlers et la signature, je connais un drame. Et ce drame-là, c'est ce qui a changé ma vie et qui a changé ma vision de tout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, de base, je fais de la musique pour rire. Mais entre-temps, voilà, j'ai grandi, j'ai fait mon économie, j'ai essayé d'aider les gens de chez moi, ma famille. Mais mon père sait ce que je fais, ma mère elle sait ce que je fais. Maintenant, du jour au lendemain, moi, je perds mon père. Et quand je perds mon père, ceux qui me connaissent de 2015 à 2018 savent que même sur Snap, les gens connaissaient ma relation avec mon père. Avant ça, j'ai perdu des proches. Ça veut dire que j'étais déjà dans un truc où j'étais plus trop heureux. Et après, je perds mon père. Et moi, mon père, c'est mon gars, c'est mon élément. Ça veut dire, tu vois, par exemple, quand je rentre de chaud, je suis fatigué. Il vient, tous mes affaires sont pliées, manger, mes petits soins. Parfois, quand je suis énervé, c'est lui qui m'appelle, qui me canalise. Parfois, quand je suis trop en fougue, c'est lui qui me calme. Donc, le fait de l'avoir perdu, je rencontre une routine que j'avais jamais connue. Et à ce moment-là, j'ai plus l'amour de la musique, j'ai plus l'amour de rien. Mais je me dis quand même, je vais me battre. Parce que aujourd'hui, j'ai une équipe. J'ai un DJ, j'ai manager, j'ai backer, j'ai tout ce que tu veux. C'est des gens qui ont mis leur vie en stand-by à côté pour moi. Donc, je peux pas faire l'égoïste. Donc, j'essaie de me battre. J'essaie de faire la musique, mais j'ai plus cette fougue, cette magie. Tu vois, même au studio. Je prends énormément de poids. Ça veut dire que j'étais monté à peut-être 111 kilos, 112 kilos. Et en plus de ça, ça veut dire que je signe. J'avais perdu
perdu mon père, c'est-à-dire je suis dans le bad mood. Et quand, vas-y, j'essaye de sortir la tête de l'eau un tout petit peu, premier confinement. Ah oui, c'est vrai, 2020, bah oui, Covid. Covid. Ça veut dire, dis-toi que sur la période 2019-2020, on pouvait rien faire. Pas de boîte de nuit. Moi, mes sons s'écoutent en boîte. Ça veut dire que je peux même pas venir faire semblant de sortir des morceaux pour que les gens les écoutent chez eux. J'ai besoin que les boîtes soient ouvertes. Parce que moi, ma force, c'est les DJ. Et c'est même grâce à eux que je suis là. Et c'est même eux que je mets en premier. C'est eux que je valorise en premier. Les DJ et les speakers. Parce que c'est eux qui ont valorisé ma musique, c'est eux qui jouent. Et on se rend pas compte de l'impact qu'ils ont sur l'industrie musicale. Parce qu'il y a énormément de gens qui essayent de passer en boîte de nuit, qui font des morceaux pour passer en boîte de nuit. Si un speaker s'approprie ton morceau et le joue en boîte de nuit, ton morceau il rentre. Et ça peut te créer de l'économie derrière. Tu vois. Donc, moi, le Covid fermé, tous les établissements fermés, je suis chez moi, je suis dans ma tristesse. Et je décide comme ça du jour au lendemain de dire à mes proches, petit à petit, je peux arrêter la musique. C'est plus pour moi. J'ai des potes, mon meilleur ami, que ce soit Peggy, bon, toute mon équipe. Et après, il y a des éléments aussi de la musique qui m'ont énormément aidé à sortir la tête de l'eau. Et tu vois, si je dois en retenir, si je dois en citer que 2, Ibra. 50K 50K, Joey Dotfilet. Ok, Joey Dotfilet. Dans cette période-là, où je suis en mode je veux arrêter la musique de 2019, c'est les deux qui me fatiguent. Et un pote à moi aussi qui s'appelle Shada, qui me fatigue pour que je fasse de la musique. Lâche pas. Ibra et Marcel. Et au nom de Dieu, toi demain, t'as intérêt de venir au studio. Voilà, il me menace. Au nom de Dieu. On est en boîte de nuit, il y a tous mes gars, il y a Shiz qui est là, il y a Peggy qui est là. Il prend tout le monde, les gars. Voilà, Dita Demba qui revient au studio. C'est-à-dire, tu vois, et c'est cet amour-là qui fait que petit à petit, j'essaye de refaire. Mais en vrai de vrai, quand je fais le projet Bienvenue dans mon dé, quand je fais un Chili, quand je fais un Kershak, j'essaye de faire semblant que ça va, mais ça va pas. Il y a Ibra 50K qui martèle pour que tu refasses de la musique, parce qu'en plus t'es présent sur toutes les compiles Game Over en plus. Ouais, le premier, le 2, le 3, je suis partout. Malgré que même, tu vois, musicalement ça allait plus. Bah lui il est en mode frérot, non, toi t'es dedans, partie de ma base, donc t'es dedans. Et Joey Dotfilet aussi qui t'harcèle pour... En fait, ce que les gens ne savent, c'est que Joey a énormément d'impact sur ma musique. Comment ça se fait? Tu vois, par exemple, dans Bienvenue dans mon dé, le morceau avec Chili, c'est Joey à la prod. À la prod? À la prod. Oui. Franchement, j'ai pas peur de le dire, hein. Je le dis clairement. Moi, des artistes que j'ai vus travailler de mes propres yeux, talentueux, je m'en fous de camper, de ces singles qui sortent à lui. Moi, je parle de Joey dans les dessous. Ce qu'il fait dans la compo, dans la DA, dans les top lines, dans les idées, dans l'écriture. C'est trop fort. Et les gens se rendent même pas compte. C'est pour ça que quand je parle de lui parce que déjà, humainement, c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé moralement. Énormément. Musicalement, pareil. Tu vois, si j'ai 3 personnes musicalement qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont pas lâché, il y a mon gars Shizy, il y a Joey et il y a mon gars Shada et Baki. Mais tu vois, Joey, l'impact qu'il a eu, que ça soit dans les prods, demain ça pue la merde, il va te dire ça pue. Mais tu vois, s'il te dit c'est nul, il va te dire demain, j'arrive à 14h, on va rebosser la prod. Il va te faire la prod. En fait, limite, tu vois, à chaque morceau qu'on fait, on dirait qu'il travaille pour son morceau. C'est son morceau à lui. Genre, t'as capté? L'implication qu'il donne, c'est trop. Et tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois un 4 campé, ce qu'il devient, moi, ça m'étonne même pas. Ça me choque même pas. Parce que même déjà, quand il le dira à la caméra s'il vient ici, on espère qu'il va venir ici. On l'a secoué un peu pour qu'il sorte 4 campé, avant que, quand il hésitait un peu à le sortir, on savait que ça allait devenir un hit. Et lui, il ne le voyait pas, ça. Lui, tu connais. En fait, il a tellement une facilité à faire de la musique que je pense que tu peux plus avoir le recul. Okay. Tu peux pas avoir le recul. Et c'est pour ça que dès que on écoute Cacampé, le premier truc que je lui dis au nom de Dieu, on va dépasser Femme Voyer. Il me dit t'es fou. J'ai dit en Paris. Il me dit en Paris. On a Paris. Ça veut dire que j'ai gagné mon Paris, mais il sait ce qu'il me doit. Mais il doit quoi? C'est entre lui et moi. C'est ce qu'il me doit. C'est comme Ousmane Dembélé. Voilà, t'as capté? C'est comme ça. C'est comme des mbouses. Il me doit des pâtèques. Il doit des pâtèques. Ouais. Donc. C'est mon préféré, Femme Voyer, moi. Je sais même pas qu'il avait dépassé. Je sais que Cacampé, c'est un truc de ouf, mais Femme Voyer, je sais que c'est. Non, Femme Voyer, c'est un truc de ouf. Même à la fin de ses concerts, à la base, il terminait avec Femme Voyer. Mais l'impact que 4 Campé il a eu, moi, je le savais. Je savais que ça allait marcher. Pas à cette échelle-là, à l'international comme ça, mais je savais qu'il allait marcher. Mais je te jure, tu vois, s'il y a bien quelqu'un que je dois remercier de ma grille, non, c'est Joey. Oui, c'est trop fort. Et même, tu vois, cette transition-là, hormis le côté musique, c'est vraiment sur le côté humain. C'est pour ça que, tu vois, un Joey, je peux mourir pour lui aujourd'hui. Parce que quand j'étais plus
plus bactère, hormis le côté musique ou autre. Tu vois, la manière comment il a été là, comment il a fait en sorte que je sorte de la tête de l'eau, des choses que j'oublie pas. Et juste pour parler de Bienvenue dans mon dé, avant je voudrais revenir un petit peu sur, tu l'as dit, le Covid. Quand on est un artiste qui a besoin des boîtes de nuit, qui fait beaucoup de showcase, son économie, elle tourne principalement autour de ça. Comment on fait pour trouver des ressources annexes, tu vois, pour trouver des sortes de trucs à côté pour pouvoir continuer à faire tourner l'économie, tu vois, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont eu du mal et qui ont pris des coups à cause du Covid, parce que c'est tout un truc qui se ferme. J'en parlais avec Que Black la dernière fois en interview, c'était compliqué aussi pour lui, c'est compliqué pour pas mal d'artistes. Comment toi t'as su gérer cette partie-là juste financièrement? Mais financièrement, le contraire de tout ça, c'est que financièrement, ça allait. Parce que depuis mon tout premier showcase au Covid, le premier truc que mon producteur m'a dit, mets de l'argent de côté. Parce que tu sais pas ce qui peut arriver demain. Ça veut dire que sur chaque showcase, il y a une part qui partait à côté. Et à force de faire, je faisais des semaines, je faisais des 4 showcases par semaine. Jeudi jusqu'à dimanche. Ça représentait combien ça en semaine, ça? Il faut dire les chiffres. Non, quand j'étais à mes tout débuts, je tournais à 2000 € par show. Et en fait, moi, ma stratégie, c'est j'ai toujours voulu ne pas être cher et faire 50 dates à 3-4 000 € que faire une date à 10. Ça m'intéresse pas. Ça veut dire que nous, au départ, quand on a vu qu'à ma table, il prenait bien, on s'est mis à 2. Après, on s'est pas pris la tête, on s'est mis à 4. Et on a dit, on avance. On monte pas, on descend pas. Parfois, il y a des bookers avec qui on a travaillé plusieurs fois. On peut les arranger. Voilà, on va leur dire 3, c'est pas méchant, on s'en fout. Mais on n'a jamais voulu faire beaucoup plus. Parce que nous, dans nos stratégies, avec mon producteur, on s'est dit, faut qu'on fasse un maximum de shows. On sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Donc, sur tout ce que je fais, je mets de côté. Ça veut dire, moi, quand il y a le Covid et que je mets de côté, bah forcément, c'est chiant parce qu'il n'y a pas de rentrée. Mais je panique pas parce que j'ai fait en sorte de pouvoir gérer mon argent et que mon argent soit là quand j'en ai besoin, tu vois. Ok, donc, malin. Bien géré. Bon, donc tu as eu la chance d'avoir quand même une grosse équipe assez intelligente dès le début parce que, ok, là, ça se ressent. Ça soit mon producteur Dieu, que ce soit Kamal, que ce soit mes amis, tu vois, mon meilleur ami, les Peggy, les Marvin. Ça veut dire qu'en fait, j'ai un cercle qui fait que j'ai toujours gardé la tête sur les épaules et qui m'a toujours permis de terre à terre, genre. Tu vois, ça veut dire qu'en vrai de vrai, j'ai toujours eu cette lucidité même dans ma gestion de mes biens, de tout le reste, tu vois. Donc, non, Dieu merci. Franchement, mon équipe, je l'échangerai pour rien au monde. Et du coup, pour revenir au projet Bienvenue dans mon dé qui est sorti en 2023, donc tu l'as dit brièvement, c'est un projet qui sort où tu essayes de garder la face, mais en réalité, ça va pas trop. Il y a quand même des bons feats, mais c'est vrai que c'est un projet qui a pas tellement pris en termes chiffres, qui a moins marché que ce que tu as fait avant. Et donc, forcément, toi, tu le justifies par le fait que tu n'étais pas bien, c'est ça? Je ne justifierai pas par le fait que j'étais pas bien. Je dis juste que j'étais pas bien. Et musicalement, j'étais tellement détaché de la musique que je savais même plus quoi faire. Tu vois, avec Kershak, je pars sur de la jersey. C'est pas mon registre, c'est pas mon truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, là, je pars sur de la jersey. En fait, c'est comme si j'essaie de prouver tout à tout le monde que, les gars, je suis là, mais je sais faire autre chose. Mais si tu regardes le projet dans sa cohérence, le projet n'a pas de cohérence, n'a pas de fil conducteur, il n'y a pas une DA qui a été respectée où tu te dis, j'arrive à comprendre ce qu'il veut nous dire et ce qu'il veut faire. Là, tu sens que j'ai fait un morceau par-ci, un morceau par-là. Oh, j'ai choisi un morceau là-bas, oh là-bas. On a tout assemblé, on a dit on sort. Mais ça m'a fait du bien dans le sens où, aussi, juste sortir. Avoir le cran de ressortir de la musique. Et ça, c'est ce qui compte le plus parce que, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui a jamais parlé sur les réseaux sociaux. Jamais voulu faire le miskina sur les réseaux sociaux. J'ai pas besoin de la peine des gens. Mais c'est un truc, je m'en cache pas. Cette période-là, j'étais dans le trou noir, j'étais en dépression. Et j'ai jamais pensé au suicide, je préfère le dire. Parce que j'ai une foi qui fait que j'ai toujours été là. Tu vois, il y a ma mère qui est là, j'ai mes soeurs, j'ai mes frères, j'ai mon entourage. Mais j'étais plus heureux. Et j'étais en dépression. Et j'étais tellement en dépression que ma personne impactait mon entourage. Ça veut dire que, tu vois, je suis pas quelqu'un de... Il y a personne qui peut dire dans mon entourage, je suis quelqu'un de mauvais. Impossible. Mais tu vois, des trucs bêtes. Avec mon meilleur ami, on va se prendre la tête. Et j'ai l'impression que c'est tout le monde qui est contre moi. Tout le monde a quelque chose contre moi, genre en mode de... Tu vois, je me fais des films. Jusqu'au jour où j'ai eu ce déclic de rouler en voiture pendant 2 heures. Et voilà, je me suis remis en question. Et c'est ce jour-là que tout a changé. Parce que ces jours-là, je me suis remis en question. Je me suis mis à la place des gens. Et je me suis regardé. Et en fait, j'étais tellement triste, j'étais tellement peiné, j'étais tellement perdu que toute ma tristesse, je la mettais sur les gens directement. Et eux, vu qu'ils essayent d'être là pour moi, ça veut dire, ils prennent sur eux, mais au bout d'un moment, ça pèse lourd. Ça veut dire aussi, ils craquent. Et moi, je vais retenir que le moment quand eux, ils ont craqué. Mais je ne veux pas retenir ce que je leur ai infligé juste avant. Et au final, j'ai appelé tout le monde. J'ai demandé pardon, tout le monde. Quand je te dis, il n'y a pas une personne de mon entourage que j'ai pas appelé pour dire pardon. Et ça
à ce moment-là, quand j'ai trouvé la paix avec moi-même, parce que comme j'ai dit, le plus dur, c'est trouver la paix avec soi-même avant tout. La paix intérieure. La paix intérieure. Quand tu as la paix intérieure, tu es en paix avec tout le monde. Si t'es pas en paix à l'intérieur, tu peux pas être en paix avec les gens. Donc quand j'ai trouvé cette paix-là, c'est à partir de ce moment-là, j'ai compris, c'est à partir de ce moment-là que ça allait mieux, c'est à partir de ce moment-là que j'ai repris goût un peu à faire de la musique, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit let's go. Mais je faisais toujours mes choix à côté. Ok. Et là, tu continues à en faire, j'imagine, les choix. Oui. Bah tant mieux. Et donc du coup, on se retrouve aujourd'hui où je sais qu'il y a pas mal de choses dans le four. Tu vois, je sais pas tout, donc j'aimerais en connaître un peu plus aujourd'hui. Tu vois, je sais qu'il y a quelque chose qui va sortir là très rapidement. Ouais. Tu vois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que j'entends c'est un projet, non, ça va pas être un projet. Il y aura que des singles, il y a des invités de fou, ça va être n'importe quoi. J'entends vraiment des. Je me suis dit vraiment, j'entends ce qui concocte là le dé, c'est un truc. Donc on est à côté. Je vais te la faire en cours. Donc comme je te disais, voilà, j'avais pris là dernièrement j'ai repris goût. Là dernièrement j'ai fait un séminaire avec mon bras droit musicalement parlant, qui s'appelle Shizy, qui est juste derrière la caméra. Durant ce séminaire, je m'entoure de Shizy, de Easily, de Aznar et Agachu. Okay. Aznar et Agachu, c'est eux qui sont derrière le morceau 4 Campé, Full de MH, Kata, Chili, bref. On les voit dans les crédits. C'est des génies. Et on décide de s'enfermer une semaine dans le 7-8. Fin fond du 7-8, même derrière les muraux, monte, fin fond. Et pendant ces séminaires-là, tu vois la manière comment j'ai perçu la musique, première fois, depuis que je fais de la musique. C'est la première fois que j'étais content de faire de la musique. Parce que pour moi, c'était un métier. Tu viens, tu poses, tu rentres. Tu pouvais aller 2-3 fois au studio dans l'année. J'ai jamais été au studio constamment. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que moi, dès que j'ai une gimmick, j'y vais. Mais pendant 2 ans, je peux ne pas aller au studio. La vie de ma mère. Pendant 2 ans, je peux ne pas aller au studio. Je suis pas en bout du studio. Moi, quand les gens ils viennent, ils se posent au studio, on parle de foot. On parle plus de foot que faire de la musique. Mais là, on a dit séminaire, faut qu'on bosse. Donc, on a laissé Shiz à la DA du projet. Ça veut dire que voilà, il indique s'il y a Aznar. Et dès qu'on fait le tout premier morceau, on sait sur quel délire on part. Et on fait que, sur le séminaire, je crois, on ressort avec peut-être 7-8 morceaux du séminaire. Mais morceaux, on sait que ça là, toi tu peux faire 8 morceaux, mais t'en sélectionnes 1 ou 2, tu dis. Les 8, on sait qu'ils sont dedans. Parce que tu vois comment on les a travaillés. Quand tu vois un Boleman, par exemple, qui est spoilé. Boleman, il est de retour. Il est de retour. Spoilé. Mais tu vois, par exemple, quand tu vois un Boleman qui vient, on commence sa session à 22h, on repart à 9h du matin, sachant que lui, il habite loin de là où on était. Frérot, jusqu'à 8h du matin, Aznar, il jouait de la guitare. On était là, on criait. T'as capté? Chili, pareil. Chili, il vient. C'est Chili. Moi, mais je crois que les meilleures séances studio que j'ai faites. Deuxième spoil. Tous les artistes. Ouais, deuxième spoil, c'est pas grave. Parce qu'en fait, vu que j'ai déjà collaboré avec eux, c'est pas dérangeant de les dire. Mais par contre, les autres, tu vas pas réussir. Hein. On dit jamais 203 normalement. Vas-y, je vais voir avec mon gars Chiz. Il a dit oui. On va voir si on peut teaser un. Ce qui est bien, contrairement au premier projet, ce projet-là n'a rien à voir. Dans l'esprit, ça reste toujours de l'ambiance. Parce qu'on me connaît pour l'ambiance, on m'écoute pour l'ambiance. Par contre, toutes les prises de risque que j'ai pu prendre dans mon projet, elles sont toutes maîtrisées, elles sont toutes travaillées. Mon projet en soi a la même DA, tu ne peux pas t'ennuyer. J'ai fait de la musique pour tout le monde. Dans mon enjaillement, j'ai pensé à tout le monde. Quand le projet sortira, vous allez écouter, vous allez comprendre dans quel sens je dis j'en ai fait pour tout le monde. Mais, tu vois, par exemple, j'ai jamais eu cette confiance musicale de me dire « Ah, ça c'est lourd, ah ça ils vont dire que le projet il est lourd ». Tu vois, là, ramène-moi n'importe qui dans l'industrie. Quand je fais écouter mon projet, je sais qu'ils vont être choqués. Parce que ils vont s'attendre, ils ont déjà une vision de moi. Qui dit album, va dire son de boîte. Aujourd'hui, à qui fait des mecs pour moi les best dans ce créneau-là, dans le créneau dans lequel j'étais, Triangle des Bermudes. Donc forcément, les gens ils se disent ah, elle va revenir avec des morceaux style Triangle des Bermudes parce que moi en vrai de vrai c'est ce que je faisais en 2017. Mais eux, leur version en 2025, c'est trop fort. Tu vois, même moi parfois je les appelle, je leur dis les gars, Coco je l'appelle souvent, c'est trop fort, ça mange. Même nous, quand on passe à OG, on crie. Les gens s'attendent à ce que je vienne dans ce créneau-là. Sauf que moi, personnellement, c'est un créneau qui ne m'intéresse plus. De faire des sons typiquement club, parlant d'alcool, de meufs, pour cibler ce côté-là, pour essayer de tourner en show. Là, j'essaie de faire un projet. J'ai fait un projet pour que chacun, à la fin de ce projet, il se dise, artistiquement parlant, que ça soit dans sa manière de poser, dans les flows, dans les choix des prods, dans les thèmes, dans les prises de risque. Voilà que ça c'est un projet d'artiste. En fait, tu vois, quand quelqu'un il va écouter mon projet, il va plus jamais dire lui il est speaker. Parce qu'en fait, attention, je ne critique pas les speakers. Hein. Moi, je vous ai dit, vous êtes mes gars, on est ensemble. Mais
Moi, ça, quand on me dit que je suis speaker, entre parenthèses, ça me touche parce que j'ai jamais été speaker. J'ai jamais speaké. Jamais pris le micro et speaker en soirée. C'est pour ça que je dis que je suis pas speaker. C'est pas genre en mode je les rabaisse parce qu'au contraire, dans mon entourage, il y a un full speaker. Donc, c'est parce que tu vois, comme avec Savoir Barder, ce qu'on disait, les gens, ils ont fait de la musique. Donc, pour eux, automatiquement, j'étais speaker. Donc, j'ai commencé par là. Tu vois, quand on va écouter mon projet, tu vas t'asseoir et chacun d'entre vous qui me connaissent musicalement, qui ont pu écouter ce que j'ai pu faire, ils vont dire il a progressé dans l'écriture, dans le flow, dans sa manière de poser. Et voilà, c'est forcé, c'est qualitatif. Et là, je suis sûr de moi et je sais que mon projet va choquer. Tu vois, par exemple, je peux spoil un blaze. Le double G. Par exemple, sur mon projet, il y a Gradure. Chiche. Il y a Gradure sur mon projet. Gradure, c'est quelqu'un avec qui je suis très proche. Ibra, moi, mon producteur, c'est la même famille, c'est le même sang. Mais tu vois, un Gradure, c'est quelqu'un que j'aurais pu demander en feat depuis des années. Je sais qu'il l'aurait fait, mais il l'aurait fait pour quelle raison? Humainement parlant. Pas forcément parce que je mérite musicalement, pas parce que musicalement ça lui parle en mode waouh. Donc, j'ai jamais fait cette démarche-là de lui demander en featuring. Quand mon projet est fini, je demande à Gradure de venir au studio. On fait écouter tout le projet à Gradure. Gradure, ce que j'aime, c'est que c'est quelqu'un qui n'est du tout hypocrite. Gradure, c'est quelqu'un qui peut te dire pourquoi il n'aime pas, il va te développer et il te dit cache les choses. Tu vois la manière dont Gradure a été choqué de mon projet, lui-même, il a dit je m'y attendais pas. Et la manière dont il a été choqué, il a dit je vais être dans le projet. 2 jours après, on a fait le morceau, Gradure. Et maintenant, tellement le morceau il est lourd, ça a rajouté une autre pépite du rap actuel. Qui s'appelle Mais je ne dirais pas son place. Mais tu vois, par exemple, dans Je te jure, il y a des. Même pas une lettre. Bah, j'ai dit double G. Ah, c'est bon, je l'ai. Tu l'as? Ouais, voilà. Et tu vois, c'est. Et ça. Et ça, c'est une dinguerie parce qu'aujourd'hui, dans mon projet, il y a des artistes qui, il y a quelques années, je n'aurais pas pu les avoir. Mais tu vois, la manière quand j'ai bossé, quand on fait écouter le projet, ils disent je veux être dedans. Tu vois, là, par exemple, il y a un artiste dans le projet, rien à voir nos univers. Hier, il était en concert ici à Paris. Mais comme j'y étais. Les gens, ils ne savent pas, on a tourné quel jour. Toi, tu sais c'est qui? Ah oui, moi je sais qui c'est. T'as capté? J'ai kiffé. T'as été à c'était quoi, Zénith ou Bercy? Bercy. Ça veut dire, tu vois, c'est quelqu'un qui a fait un Bercy quand même. Il est très fort en plus. T'as capté? Ouais. C'est quelqu'un qui a fait un double Bercy. Il y a pas longtemps aussi. Ah oui. Frérot. Ok. Tu vois, la tracklist, elle est méchante. Elle a été travaillée, elle a été faite. Et chaque personne qui ont posé dans ce projet-là, c'est des gens qui ont décidé de poser parce qu'ils trouvaient que le projet était tellement lourd qu'ils voulaient participer à l'aventure. Ah, c'est beau ça. Et je te jure, et je suis pas prétentieux, je suis pas quelqu'un d'orgueilleux, pas du tout. Mais je te jure, première fois, j'ai confiance en mon karaté et je sais que mon projet va énormément... Je dis pas qu'il va marcher, attention. J'ai pas la prétention, je sais pas. Mais en termes de musicalité, il y a personne qui pourra s'asseoir et dire que le projet est nul. Pas hâte d'écouter ça. En tout cas, c'est très bien tissé. Tu nous mets l'eau à la bouche. Mais... Et un dernier point que je voulais évoquer, et ensuite je te laisse tranquille. Tu as parlé à un moment, quand tu as clippé le son Ça va barder, que tu l'as fait devant ton collège à Montfermeil. Ouais. Tu es de Montfermeil à la base? Parce que justement, c'est une ville du 93 qui est un peu laissée à l'abandon, tu vois, alors qu'il y a des talents dans tous les domaines, que ce soit dans le cinéma avec Lajli, que ce soit même dans le journalisme, l'animation avec Balou, que ce soit avec, je crois que tu en as parlé aussi de Zou, qui est maintenant derrière Ersco, qui est une des têtes d'affiche du rap français. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette ville et du fait qu'elle n'est pas forcément peut-être la reconnaissance qu'elle mérite, tu vois, alors que c'est une ville très importante du 93. J'oublie plein de noms dans plein de sports, etc. différents, mais est-ce qu'on peut peut-être brièvement en parler? Montfermeil, moi j'arrive à Montfermeil en 2006, parce que de base j'habite à Épinay-sur-Seine. Okay. J'arrive à Montfermeil, je suis au collège. Montfermeil, quand tu regardes la ville et les infrastructures, tu te dis, ah c'est chaud. Et c'était vraiment chaud. À l'heure actuelle, plus maintenant, mais quand moi j'arrive à Montfermeil, frérot, je suis en mode, je me dis, mon père il m'a puni, frérot. T'as capté? Là, j'arrive au Bosquet la première fois. Frérot, je dis, mais moi, je me demande si mon daron il m'aime. C'est une dinguerie, frérot. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, moi. Et au final, directement, je m'adapte, je deviens un mec de Montfermeil. Et tu vois, quand je vois à quel point la ville a évolué dans chaque domaine, en fait, dans chaque domaine, on a quelqu'un qui excelle. Moi, musicalement, je parlerai pas de moi. Parce que même si peut-être je suis pas... Tu vois, pour moi, il y en a d'autres qui excellent plus que moi dans mon art, dans ma ville. Je peux te citer des Zou, je peux te citer du Don Millie, qui a fait 93 Empire, qui a du niveau. Dans le foot, on a eu des Samba Diakité, on a eu des Christopher Maboulou, Montfermeil. Toutes les années, depuis au moins 6 ans, ils envoient au moins 10 jeunes en centre de formation. Dans le cinéma, t'as Ladj, t'as Ousmane dans le milieu du clip. Et
ce qui est bien, c'est qu'on est une ville assez solidaire. Ça veut dire que entre nous, bon, après, il y a des cons, il peut y avoir des conflits, des trucs. Bah, voilà, par exemple, il y a des Balou, des lui à Oda, qui est son petit frère. Logan aussi. Logan, qui fait ses vidéos sur le basket, surtout. On est vraiment une ville où on aime cette culture du foot, du sport, de la musique. Et on est solidaire entre nous. On peut avoir quelques soucis, on peut ne pas être proche. Mais tu vois, si tu touches à un mec de Montfermeil, tu touches à tout Montfermeil. Et c'est ça notre solidarité, on se mélange pas. Généralement, tu vas pas trouver des mecs de Montfermeil, ou sinon tu vas pas trouver des mecs de Montfermeil qui vont enterrer les mecs de Montfermeil publiquement. Ça n'existe pas. Tu vois, on est loin là-bas, là, on a nos sectes, mais on s'entraide. Ok. On essaye de se développer. Par exemple, Zou actuellement, frère, il essaye de mettre la lumière sur tous les rappeurs de Clichy-Montfermeil, parce qu'il faut pas oublier Clichy aussi. Oui, c'est vrai. Clichy-Montfermeil. Et non, on est... Franchement, c'est spécial. Mais pour comprendre et pour aimer, faut être un mec de Montfermeil. Le D, Alors, merci pour l'interview. merci. Ça tue, on a tout Merci dit. à toi, je passe Merci un bon infiniment. moment. Pareil. Hein. J'ai pu enfin m'ouvrir. Te livrer. Ça m'arrive pas. Ouais, c'est vrai que tu l'avais généralement. jamais fait. Mais voilà, en direct de Rap Punchline, on se sent bien, on est bien accueillis, on reçoit de la boisson. T'as on vu ou discute. pas? Des bons fauteuils. Limite, j'ai envie de dormir Ouais, ici. moi aussi. Bah, c'est pour ça que j'ai Donc, raté l'intro, parce que non. j'ai dormi. Non, franchement, j'ai passé une très bonne interview et j'espère que ce concept continuera encore et encore.